Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h33, dans un instant, on sera en émission spéciale incendie. Notre reporter Martine Bouillot est au plus près du front des incendies, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Et puis l'étape du Tour passe par là. On vous posait la question sur Sud Radio ce matin. Fallait-il annuler l'étape du Tour, l'organisation du Tour, avec le préfet bien entendu et la présidente du département que l'on avait ce matin à 7h10 en ligne sur Sud Radio, eh bien nous expliquait que la décision avait été prise non pas d'annuler cette étape du Tour, mais de l'interdire au public. Donc pas de public sur les bords de route de cette étape qui va gagner la France, puisqu'elle repasse la frontière et elle va parcourir une 50aine de kilomètres en France. Et pas de public et pas de caravane du Tour non plus. Donc voilà, on n'en rajoute pas sur ce Tour de France, mais l'étape va évidemment aboutir. Alors si vous avez envie de nous partager vos expériences et que vous êtes dans la région au plus près de ces incendies, vous n'hésitez pas, entre 9h et 9h30, on partagera l'antenne ensemble avec Manu qui est aux manettes et qui est au standard, et vous interviendrez bien entendu sur l'antenne de Sud Radio. Pour le moment, c'est le grand débriefing avec Philippe David et Françoise Degois. Bonjour à tous les deux, rebonjour. Vous avez probablement entendu Priscia Thévenot tout à l'heure qui réagissait à ce match du bloc central et à cette actualité politique. Il y a à la fois ce match bloc central d'un côté, et puis il faut bien le dire, la grande actualité de la semaine, c'est évidemment la décision de demain. Vous y faisiez référence, Françoise, tout à l'heure. On n'a pas d'infos. Il faut le dire d'abord aux auditeurs. Est-ce qu'on a des infos? Est-ce qu'on n'a pas d'infos? Est-ce qu'il y a des rumeurs? J'ai l'impression que le secret est très bien gardé et qu'on ne sait pas pour le moment. On n'a pas la couleur de la fumée, si je puis dire, qui peut sortir du palais de justice. Et c'est heureux parce qu'il y a quand même un principe majeur qui est la séparation de tous les pouvoirs. Et je ne crois pas, et j'ose espérer que personne dans cette décision, pas plus d'ailleurs le garde des Sceaux que le président de la République et que Marine Le Pen elle-même. C'est secret et c'est sacré, une décision de cour d'appel, surtout une décision de cette importance. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, elle est rédigée. Et vous savez, c'est un supplice chinois, la décision de cour d'appel. Lors du jugement de première instance, Marine Le Pen a entendu s'égrener pendant 2 heures les attendus, parce qu'il n'y a pas qu'elle dans ce procès, il y a également Louis Alliot. Louis Alliot, s'il est condamné, il risque la mairie. J'ai appris une petite anecdote, Françoise, c'est que lorsque la décision est tombée, son visage était impassible pendant les premières secondes où s'égrenait la décision. On lit la décision à ce moment-là, le magistrat prononce la décision. Et lorsqu'est arrivé le moment de l'inéligibilité, elle a poussé un soupir, son visage s'est crispé et elle a dit c'est pas possible ou c'est incroyable, je crois. Son terme c'était incroyable. Et en fait, à ce moment-là, je crois que c'est ce que disent les observateurs qui ont assisté à ce moment-là, qu'elle ne se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir ce risque-là. Non, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, oui, ça, j'ai lu comme vous les comptes rendus, on me les a racontés. Et aussi, la réalité, si vous voulez, c'est que demain se joue 40 ans de vie politique. Il faut quand même bien comprendre que c'est l'année où Marine Le Pen a le plus de chances probablement d'accéder à la présidentielle. Et c'est peut-être demain que tout va s'arrêter. Et donc, voilà, elle est une adversaire politique pour la gauche. Elle n'est pas une petite chose fragile. Elle n'est pas en porcelaine, mais c'est une dimension psychologique qu'il faudra évidemment prendre en compte. La présidentielle se joue en partie demain 14h, enfin à partir de 14h, à la Cour d'appel de Paris. La question qui se pose, c'est évidemment, ça changera les choses. Parce que pour moi, Marine Le Pen ou Jordan Bardella candidat, c'est pas du tout la même histoire. Parce que je pense que Marine Le Pen peut aller au bout, je pense que Jordan Bardella ne pourra pas y aller. Alors justement, on est avec Olivier, puisque vous nous appelez sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. On est avec Olivier qui est de Melun et qui voulait intervenir sur ce thème, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est demain qu'on le saura. On vous donnera d'ailleurs quelques informations sur comment ça va se passer entre 14h et la soirée et ce qui est prévu. Olivier, vous vouliez intervenir sur ce sujet-là. Pour vous, Bardella, Le Pen, c'est pas du tout la même chose ? Alors, c'est pas la même chose pour la personnalité, la combativité. Je suis d'accord avec Madame Degois, comme d'habitude, sur son éditorial de tout à l'heure. Par contre, la petite pierre que je voulais amener à l'édifice, c'est que cette obsession de vouloir empêcher le Front National par tous les moyens d'arriver, et là je pense que c'est les magistrats qui ont décidé de faire ça,
c'est en train, à mon avis, de remonter comme des coucous suisses les 36% d'électeurs qui sont pour l'instant sondés, qui disent qu'ils vont voter pour eux, et qui finiront... Moi, si on me faisait ça à mon parti, je peux vous dire que je finirais par voter, même si le dernier présentable, c'est le balayeur. Vous voulez dire que quoi qu'il arrive, le fait que les magistrats ils font leur métier, hein, que c'est ça, je veux dire, c'est la justice. Hein, mais vous voulez dire que quoi qu'il arrive, ça a un impact d'une certaine façon sur l'électorat qui aurait tendance à plus se mobiliser, à plus vouloir réagir? Ça me paraît évident. De Mélenchon aux magistrats, tous ces gens sont en train de les remonter. Et avant même les élections, un an avant, le RN est à 36%. Je peux vous dire qu'à mon avis, ils sont en train de bétonner les 36% en faisant ça. Alors pourquoi je pense ça et pourquoi je pense que les magistrats font pas leur boulot, je suis pas d'accord avec vous, parce que si on avait des enquêtes sur tous les partis du même type, je vous dirais ok, mais comme d'habitude, moi j'ai la sensation que c'est 2 poids 2 mesures. Et si j'étais un peu taquin, excusez-moi Madame de Gois, mais je dirais que si c'est une question d'argent, il y a un monsieur qui me coûte 20 milliards parce qu'il a fermé Ferstenheim, et ben c'est pas pour lui, si je dois voter à gauche, que je voterai. Françoise. Parce que lui, il me doit 20 milliards. Françoise. C'est intéressant, Olivier. Ouais, c'est assez rigolo, c'est résumé, mais bon, je comprends. Petit 1, si je puis me permettre, les magistrats, et je reprends ce que dit Jacques Cardoz, le dossier de Marine Le Pen, il faut bien comprendre qu'il est très lourd et que contrairement à François Bayrou, qui n'était pas partie prenante car il n'était pas député européen et donc il n'a pas bénéficié directement du système. En revanche, Marielle de Sarnez, qui était députée européenne, a été très lourdement condamnée. Finalement, Marine Le Pen se retrouve dans la même situation que Marielle de Sarnez. C'est important de le préciser, François, c'est que François Bayrou n'a pas la même responsabilité que celle qu'a Marine Le Pen par rapport... C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'elle est partie prenante. C'est pour ça qu'il y a corruption, sans enrichissement personnel. Il est lourd, ce dossier. C'est-à-dire on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il y en a un autre qui va passer à la casserole, je ne sais pas quand est-ce que le dossier est programmé, et on verra de quelle manière, lui aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, évidemment, il y a le temps judiciaire, il y a le temps politique, et je comprends peut-être cela. Que la question d'Olivier, c'est justement ça. C'est justement le temps judiciaire par rapport au calendrier politique. Fais partie les gens se disent, mais pourquoi en fait l'enquête sur la France Insoumise n'avance pas au même rythme que celle du RN? Alors, elle avance parce qu'elle a commencé plus tard, l'enquête sur la France Insoumise. moi, je vous dis juste quelque chose, 36% à un an du vote, ça n'existe pas. C'est ce que je vous dis, Olivier. Jamais vous verrez le RN sortir à 36%, même si c'était Marine Le Pen. Au-delà de 30, c'est possible. Nicolas Sarkozy l'a déjà fait en 2007, 31%, avec 27% pour Ségolène Royal. Mais on était sur une présidentielle hors norme avec 86 ou 87% de participation. Là, honnêtement, je vous dis juste que le problème du Rassemblement national éternel, c'est toujours le second tour. Donc, on peut faire... la majorité, c'est 50% plus une voix. Donc, je ne suis pas sûr. Par contre, là où je suis sûr, c'est que Le Pen et Bardella, candidats, c'est pas la même limonade. Voilà. Et d'ailleurs, tous les adversaires du Rassemblement national ont peur d'une seule chose, que demain, Marine Le Pen puisse concourir. Philippe David, oui, c'est un peu ce que vous disiez. C'est pas. Non, on peut peut-être rentrer un petit peu justement dans ce débat parce que c'est intéressant. Il y a des l'un et l'autre ne portent pas exactement la même chose. C'est clair. Non, mais je voudrais rentrer sur ce qu'a dit notre ami Olivier de Melun. C'est vrai que on peut comprendre que certains puissent penser que la justice n'a pas la même dureté selon le camp politique dans lequel on est. Quand on voit qu'une grande partie des faits reprochés à Alexis Kohler ont été déclarés prescrits il y a quelques jours, alors que finalement, je sais pas, moi, Sarkozy, les faits, ils étaient anciens, ils n'ont pas été déclarés prescrits, au moins... non mais, c'est quand même une question qui se pose. Ça n'a rien à voir. Attendez, je vais vous prendre un autre aspect. Quand on voit dans l'affaire Benalla comment a été enterrée l'affaire Benalla par une commission de l'Assemblée nationale, on se dit quand même que on n'est peut-être pas tout à fait, selon son camp politique, tous égaux devant la justice. Parce que vous êtes d'accord que l'affaire Benalla a subi un enterrement de première classe. C'est autre chose. Oui, non, mais, Alexandre Benalla, les panas... Non, mais pas... Pourquoi on peut pas tout mélanger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais utiliser un terme qui va reprendre du Pierre Mauroy de l'époque, ça va vous faire plaisir. Pour le peuple de droite, surtout depuis l'affaire Fillon et maintenant avec l'affaire du RN, il n'a pas le sentiment qu'on soit traité de la même manière si on est de bâbord ou de tribord. Là, c'est pour citer Arlette Laguille. Je vais atténuer tout ça. Vous savez, la gauche, elle a mangé son pain d'épices et plus que c'est bon le pain d'épices. Plus que elle a mangé vraiment son chapeau. Vous savez, on a tout à fait oublié. Comment dirais-je, on s'arrête à Cahuzac, mais il n'y a pas que Cahuzac. La Nef, l'affaire Urbain, les condamnations, Henri Manelli. Vous imaginez pas ce que la gauche a essuyé en termes d'affaires. Donc, mon sentiment
est quand même que sur les 20 dernières années, honnêtement, c'est, pour reprendre, comment dirait Georges Marchais, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vraiment, je crois. Même si je pense que dans l'affaire Urba, vous savez, Urba Gartrago, Urba Technique, les politiques, toutes tendances confondues, c'était voté, je crois, c'est un peu vieux, 4 lois d'amnistie. Non, Philippe oui, David, enfin sans bon, Henri revenir- Manuli a sans été revenir- condamné, Oui, Alain, oui. donc il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je mais ne suis parlons pas- peut-être des différences qu'il peut y avoir, parce qu'on sait bien que c'est pas tout à fait les mêmes lignes, Ah non. et que dès l'instant où l'un des deux sera investi, forcément, ce sera pas la même chose. Alors, comme il nous reste que quelques secondes, vous savez quoi, vous gardez tous vos arguments. On se retrouve dans une seconde. À tout de suite sur Sud Radio, 8h43. Soyez les bienvenus. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Jacques Cardoz. Dans un instant, on sera en émission spéciale incendie à partir de 9h dans La Vérité en face. Et puis, on sera également avec Martine Bouillot, qui est au plus près du front des incendies. Christine Bouillot, pardon. Pourquoi je dis non, mais excusez-moi, je fais des erreurs. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est notre Christine nationale. Christine nationale, pardon. Oui. Pardon à elle, et qui est au plus près des incendies. Toujours. Et qui nous racontera tout ça, évidemment. L'étape du Tour qui passe par là. On vous pose la question ce matin, fallait-il l'annuler? La décision a été prise, non pas de l'annuler, mais d'interdire au grand public de pouvoir y assister lors des 50 derniers kilomètres. Et nous, on continue la discussion autour de ce choix et de cette décision judiciaire qui est attendue pour demain, 14h. Françoise, on rentre là dans peut-être les lignes politiques de ce qui seront portées selon que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, et qui ne sont pas du tout les mêmes. Quelles sont les différences qu'on peut noter? Marine Le Pen, elle a abordé il y a quelques années, bien sûr, lors de la dernière présidentielle, un virage beaucoup plus social, en apparence, parce que bien souvent, elle ne vote pas de cette manière-là à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ce qu'elle a construit comme image, c'est l'image d'une femme plus sociale, en tout cas, que Jordan Bardella, qui non seulement est beaucoup plus libérale, mais qui en plus de ça envoie des signaux par rapport à sa vie privée, par rapport aux à côté de la politique. Il envoie des signaux qui contribuent comment dirais-je, qui contribuent à renforcer cette image libérale et cette image quasiment de bling-bling. Il y a eu une rencontre avec Nicolas Sarkozy. Bien sûr, alors il y a la rencontre avec Nicolas Sarkozy, il y a évidemment sa romance avec... On se souvient, alors que ça a été un adversaire évidemment de Marine Le Pen. On se souvient de sa romance évidemment avec sa princesse, on se souvient du drink du chin-chin dans la loge VIP du Grand Prix de Monaco. Donc il y a tout un élément extérieur à la politique de Jordan Bardella qui vient renforcer l'idée réelle que Jordan Bardella de toute façon est plus libéral que Marine Le Pen, qui est beaucoup plus sociale. C'est peut-être une conviction, j'ai envie de dire naturelle chez Jordan Bardella. En tout cas, il est sur la ligne de Jean-Marie Le Pen. On a tous oublié que Jean-Marie Le Pen était un ultra-libéral. Il n'avait rien... Et que c'est Marine Le Pen qui a opéré le changement en socialisant d'une certaine façon. Et pour conquérir, c'est-à-dire que grâce à ça, le bastion historique du Front National était le sud de la France. Et grâce à ce revirement social, Marine Le Pen conquiert les bastions du Nord. Alors moi je crois deux choses. Je suis d'accord sur l'aspect que Marine Le Pen soit plus étatique et plus sociale et Jordan Bardella plus libéral. Mais il y a deux choses qui vont se poser. Je pense que les Français seraient prêts à donner, vous me passerez l'expression, les clés du camion à Marine Le Pen, bientôt 60 ans, une expérience, elle a été avocate, une longue carrière politique. Les Français, en fait, aiment bien voter pour le contraire de ce qu'ils ont voté aux élections précédentes. Et ils ont eu un président jeune qui n'a pas été un succès du tout, parce que le bilan d'Emmanuel Macron est quand même terrifiant. On regarde tout, la dette publique, l'effondrement de la France, on s'est fait virer de partout en Afrique qui était notre précaré, l'insécurité qui a explosé, le nombre d'homicides qui passe 1000 par an. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est bien ça le drame, il est indéfendable. Et je pense qu'en général, les Français aiment bien voter pour peut-être le début du premier mandat. Au début du premier mandat, la Start-up Nation, jusqu'à la réforme des retraites d'Édouard Philippe. La réforme des retraites, elle était tellement bien faite que pour obtenir un budget, c'était la réforme cardinale, ils se sont assis dessus. Alors excusez-moi, je trouve ça quand même un peu... On se souvient plus du deuxième mandat, en tous les cas, vous avez raison, que des débuts du premier. Bon, allez-y, poursuivez. Pour moi, c'est comme l'arbitrage de M. Tantachev, c'était nul au premier. Je voulais essayer d'apporter un peu de nuance, mais bon, je vous en prie. Philippe Bilger dit que je n'en ai jamais dans les vrais droits. Mais c'est pas grave, c'est un genre. Et donc la deuxième chose, comme je disais, je crois que les Français ne vont pas donner les clés du camion à quelqu'un qui a le même profil que le précédent. Et regardons quand même une chose.
la jeunesse, dans ces cas-là, est un désavantage. Ben oui, parce que, vous savez, évidemment. François Mitterrand, qui était vraiment un vieux cheval de la politique, disait qu'avant de se faire élire, il fallait avoir fait ses humanités. C'est-à-dire avoir gagné des élections dans des circonstances difficiles. Parce que, excusez-moi, gagner en étant tête de liste aux européennes pour le RN, vous pouvez même ne pas faire campagne, vous êtes élu triomphalement. Oui, non, c'est très différent. Donc, ça n'a rien à voir. Et surtout que là, il y aura vraiment un combat de personnalité, parce qu'une Oui, bien présidentielle, sûr. c'est comme on dit toujours, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Oui, Donc, et j'avais pris une note aussi, c'est que la politique économique, peu importe que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gabriel Attal ou qui vous voulez, vu l'état financier de la France, ce sera pas nous qui déciderons, ce sera ce qui nous sera imposé. ça, c'est encore autre chose. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était Jordan Bardella, face à un Édouard Philippe qui, pour le coup, le renverrait d'une certaine façon à sa jeunesse, parce que Édouard Philippe, c'est l'expérience. Et si on en croit les sondages aujourd'hui, on aurait donc l'expérience de Édouard Philippe face à Jordan Bardella. C'est pas du tout le même enjeu. Alors, je mets des bémols à tout ça. Bien sûr, tout ça est vrai, l'âge, etc., etc. La réalité, c'est que si vous êtes dans un phénomène de l'âme, nous sommes dans une présidentielle de changement. C'est assez rare, avec un président qui ne peut pas se représenter. Donc, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Hein, en réalité, la présidentielle de changement. Et oui, parce qu'il a été élu très jeune. Et la présidentielle de changement. C'est pas que ça. C'est 2007. C'est pas une présidentielle de changement, parce que Sarkozy aurait très bien pu. 2012, c'est pas une présidentielle de changement. Sarkozy pouvait se représenter. On est dans une fin de véritablement juridique, comment dirais-je, électorale. Et donc c'est rare les présidentielles de changement. Et nous savons tous avec le recul qu'elles génèrent ces présidentielles. C'est exactement 2007. Jacques Chirac qui ne peut plus se représenter. Elles génèrent des mouvements électoraux qui sont assez imprévisibles. Je finis. Elles génèrent des mouvements électoraux que nous ne pouvons pas mesurer. Et que l'âge ou pas l'âge de Jordan Bardella, eh bien, si vous êtes dans un phénomène de l'âme et de changement, la réalité de l'âge ne pèsera pas en fait dans le corps électoral. Nous sommes à ce moment-là. 2007 est une présidentielle de changement. Il y a 20 ans, et il y aura 20 ans l'an prochain. Et ce sont des présidentielles qui génèrent toujours une participation énorme. Les Français sont hyper politiques. Donc, l'âge de Bardella, oui, à l'évidence, comme ça, en première analyse, mais attention à ce qu'est cette présidentielle. Et pour aller dans votre sens, je me souviens d'une phrase de Nicolas Sarkozy qui disait: on regarde toujours les sondages, mais on oublie toujours la dynamique. Exactement. La dynamique des sondages et la dynamique d'une campagne. Exactement. Et c'est un peu, voilà, ça rejoint un peu ce que vous dites. Et aujourd'hui, force est de constater que les deux dynamiques dans le pays, mais c'est le RN et c'est LFI, dans des registres évidemment très différents. Absolument. On avait tout à l'heure Priscia Thévenot qui était là, mais enfin il faut bien reconnaître que la France ne se soulève pas non plus en faveur du bloc central. Alors peut-être qu'ils gagneront, je veux dire, par le jeu d'une présidentielle à deux tours, mais en tous les cas, les dynamiques pour le moment, elles sont LFI ou RN. C'est évident, et puis il suffit de voir quand même le meeting d'Édouard Philippe hier à Bercy, où ils ont dû réduire la jauge jour après jour, oui, il y avait que 5000 personnes. Peu de monde. Donc voilà. Oui, alors maintenant on me dit Adidas Arena dans le casque. Attention, j'appelle ça Bercy. Il a raison, moi aussi j'appelle ça vieille France, Bercy. C'est Porte de la Chapelle, pardon. Autant pour moi. Juste une seconde pour dire évidemment les dynamiques. Je rappelle qu'il faut pas non plus construire des chapiteaux en Espagne. Tout le monde nous explique Mélenchon-Bardella. Je redis que ça fait 25 enquêtes par 5 instituts différents. Il n'y a pas une seule fois où Jean-Luc Mélenchon est au second tour. Il n'y en a pas une seule fois. Alors je veux bien qu'on m'explique qu'il est déjà à 13, etc. Ça, c'est de la politique fiction. Dans les faits, dans la photographie du pays, il n'y a pas une seule fois où Jean-Luc Mélenchon voit le jour du second tour, pas plus que Raphaël Glucksmann ou un candidat de la gauche. Donc il faut quand même arrêter, je crois moi, de faire de la politique friction et des prophéties créatrices qui à la fin n'en seront pas. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon est à 13 et peut-être qu'il a atteint son plafond de verre. Nous n'en savons rien. J'adorais votre lapsus, vous avez dit la politique friction. Ouais. C'est joli. C'est vrai, je l'avais pas vu. Allez, on clôt le chapitre politique et bien entendu, on y reviendra demain avec vous, Françoise, notamment, et parce que ce sera une journée très particulière. Alors, autre information très, très importante aujourd'hui, c'est même un coup de tonnerre judiciaire dans cette affaire Jubilard. C'est ce que l'on va voir avec vous. Albin Texera, vous nous avez rejoint 5 ans après la disparition de Delphine. Son mari, Cédric, vient de reconnaître dans une lettre manuscrite sa responsabilité dans sa mort.
mort. Le retournement est un peu spectaculaire. Depuis son arrestation en juin 2021, Cédric Jubilard avait toujours clamé son innocence. Mais ces dernières semaines, dans une lettre remise à ses nouveaux avocats, Guy et Pierre de Buisson, Cédric Jubilard a formulé des aveux complets. Dans cette démarche, il veut aussi donner une sépulture à la mère de ses 2 enfants, déclare Pierre de Buisson à la Dépêche du Midi, car dans sa lettre, Cédric Jubilard revient sur cette dispute de décembre 2020. Il y reconnaît avoir utilisé notamment sa Peugeot 207 bleue pour transporter le corps et se dit prêt à indiquer l'emplacement de la dépouille, introuvable depuis plus de 5 ans. Ces aveux changent tout. En première instance, Cédric Jubilard avait déjà été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Son procès en appel devait s'ouvrir le 21 septembre à Toulouse, mais avec ce revirement, tout pourrait être à refaire. Un supplément d'informations pourrait être ouvert et des recherches engagées pour retrouver le corps. En tout cas, il y a un point presse prévu aujourd'hui à 13h par les avocats de Cédric Jubilard et ça sera bien sûr à suivre sur Sud Radio pour une édition spéciale avec Maxime Guédot. Oui, bien évidemment, avec Maxime Guédot, ce sera une journée particulière puisqu'on suivra l'évolution de cette affaire. C'est un coup de théâtre judiciaire dans une affaire qui intéresse énormément les Français. Il faut préciser qu'il a changé d'avocat il y a quelques mois, que c'est donc un revirement, un changement de stratégie. Ils ont joué sur la corde, qu'il avait un peu de solitude et qu'il y avait quand même beaucoup d'approches médiatiques. Il n'en pouvait plus et du coup, il devait se confier à ces 2 nouveaux avocats, dit-il. Et j'ajoute, puisqu'on était en ligne tout à l'heure, dès 7h40 avec le journaliste qui sort cette affaire ce matin et qui nous racontait que cela faisait plusieurs jours que se murmurait que Cédric Jubilard voulait effectivement trouver le moyen de revenir sur ce qui s'est passé et de se confier, de passer aux aveux, et que son avocat, dans ses rencontres avec Cédric Jubilard, a fini par le convaincre de cette lettre manuscrite et qu'il donnera bientôt des détails, alors cette fois-ci au magistrat, sur la dépouille, sur un certain nombre de précisions et notamment là où il a entreposé le corps. Françoise. Il a craqué parce qu'isolement, parce que médicaments, parce que trop de pression, parce que les enfants. Et moi ce matin, alors c'est vrai que cette histoire a passionné la France, comme tous les grands faits divers d'ailleurs, parce que on explore des tréfonds de l'âme humaine qui sont... mais moi je pense aux enfants, parce que ce qui m'a le plus frappé dans le procès Jubilard, c'est bien sûr son entêtement, mais c'est véritablement la douleur des enfants. Et je trouve que aujourd'hui, que les enfants puissent enfin avoir la certitude que ce qu'ils ont toujours pensé était vrai et retrouver le corps de la maman pour véritablement l'inhumer dans la dignité, eh bien je trouve que ça, dans cette horreur-là, enfin c'est pas une horreur parce que c'est un drame passionnel, dans ce drame-là, cette tragédie-là, eh bien il y a une petite lumière pour les enfants, c'est ce que je pense. Absolument, et puis on sait à quel point tout cela est important pour les enfants parce que il faut se reconstruire. Voilà. Il faut se reconstruire et ils ont la vie devant eux, donc malgré tout ce qui s'est passé. Et donc évidemment on reparlera tout au long de la journée fort, donc avec c'est très très fort et on fera donc émission spéciale tout à l'heure avec Maxime Guédot sur cette information et ce coup de ténèbres judiciaire dans l'affaire Jubilard. Dans un instant, la vérité en face et puis à 9h30 je recevrai la journaliste Christine Goguet, elle sera mon invitée, elle nous parlera de la face cachée des grands hommes parce qu'elle dresse une série de portraits d'hommes illustres et pointe les faces sombres de ces hommes, Simone de Beauvoir, Gandhi, Karl Marx, des personnages illustres et des contradictions du camp progressiste dans l'histoire. C'est aux éditions du Rocher, ce sera à 9h30 et puis à partir de 9h, vous le savez, vous pouvez intervenir sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. On parle beaucoup des incendies ce matin. Dans un instant, les informations, tout de suite sur Sud Radio.